Pour répondre à cette question, faut-il avoir peur d'Internet, dont je vous propose tout de suite de voir le sommaire. Faut-il avoir peur d'Internet, où s'affrontent ceux qui considèrent Internet comme un dangereux instrument de propagande au service des plus pervers? La directrice d'Action Innocence, Chantal Daboville, l'avocat de la LICRA, maître Marc Lévy, la journaliste Laurence Beneux, le directeur du syndicat du disque, Hervé Rony, et le chanteur Mano Solo. Face à eux, ceux pour qui Internet doit rester cet espace de liberté. L'écrivain Dominique de Saint-Marc, le porte-parole des audionautes, Aziz Ridouan, le célèbre blogueur Loïc Lemeur, l'humoriste Jérémy Michalak et le président de Reporters sans frontières, Robert Ménard. Sans oublier les caméras cachées de Sébastien Thierry et le standard de Patrice Thibault. Merci aux participants de ce débat de nous avoir rejoints. Yvan, on le voit, Internet occupe désormais une place entière dans nos foyers et sur nos lieux de travail également. Pourtant, cette omniprésence n'est pas sans risque. On trouve tout et parfois le pire. Propos xénophobes, sites pédophiles, diffamation gratuite. Ne doit-on pas de toute urgence trouver une parade pour endiguer ce flot d'informations et d'images qui ne sont pas contrôlées? En résumé, faut-il avoir peur d'Internet? C'est la question à laquelle je demande tout de suite au public ici présent dans l'Arène de France de répondre par oui ou par non. À vous de voter. Résultat des votes. Alors, non à 57,4, oui à 42,6. Autant la différence d'âge pour les jeunes du public était scandaleuse tout à l'heure, autant là, au contraire, ils soutiennent Internet. Vous avez un sentiment Moi, je sais vraiment pas quoi penser, parce que c'est sûr qu'on voit des choses effrayantes, et en même temps, c'est encore le seul espace de liberté. Alors, je sais pas, peut-être qu'il faudrait, comme sur les paquets de cigarettes, juste un petit signal, comme quoi il y a des choses quand même un peu dangereuses. Je sais pas quoi penser, vraiment. Alors c'est vrai que c'est une autoroute de l'information, mais il y a peut-être des réglementations, des limitations de vitesse à trouver. Je vous présente tout de suite nos deux avocats qui ont été commis d'office, maître Caroline Vigneault et maître Laurent Delvolvé. Maître Caroline Vigneault, vous allez devoir défendre le camp du non. Il ne faut absolument pas avoir peur d'Internet. Et puis-je vous demander quel sera l'axe principal de votre plaidoirie finale? Internetophobie. Voilà un concept absolument génial. Plus besoin de certificat médical de complaisance pour partir en vacances. Il vous suffira d'expliquer à votre patron que la vue de cet ordinateur relié au réseau sur votre bureau vous provoque des angoisses parce que vous êtes internetophobe. Alors je sais ce que vous allez me dire, Stéphane, c'est pas très sympa de se moquer des gens qui sont atteints de cette phobie parce qu'ils en souffrent. Alors à cela, je veux simplement dire, eh bien il faut vaincre le mal par le mal, et je vous conseille de vous rendre sur un site amical qui vous fera perdre toutes vos peurs. Je veux bien entendu parler du www.arène-2-france.france2.fr. C'est un peu compliqué, mais vous verrez, c'est formidable, vous pourrez même y retrouver cette plaidoirie. Merci, maître. Et vous, Laurent Delvolvé, quel sera l'acte? Vous devez défendre d'abord le camp du oui, il faut avoir peur d'Internet et de ses dangers. Quelle sera un petit peu la grande ligne de votre plaidoirie? Écoutez, monsieur le président Berne, vous persistez à me donner le rôle de gardien de l'ordre moral, et vous avez raison. Parce que lorsqu'il y a des abus, il faut sévir. Lorsqu'il y a un danger, il faut le dire. Et lorsqu'il y a des faiblesses, eh bien, il faut protéger. Alors, ce que je vais dire ce soir, c'est que Internet est la toile de toutes les faiblesses. La toile de toutes les faiblesses, et que dès lors, il faut, comme des veilleurs sur un phare, éclairer les balises et rester vigilant. Merci, maître. Eh bien, nous allons prendre, dans quelques instants, nous allons partir sur les flots de ce débat, pour reprendre votre métaphore de navigation. Mais pour illustrer justement ce débat, je vous propose tout de suite de regarder un reportage signé Vanessa Milou.
C'est génial Internet, on peut s'informer, acheter, vendre, discuter, faire des rencontres. Bref, en quelques clics, on y trouve tout et n'importe quoi et on peut vite basculer dans le côté obscur du web. Internet constitue un moyen pour des minorités et pour des extrémistes de communiquer leurs pensées. On est régulièrement confronté à des contenus de nature xénophobe, d'incitation à la haine raciale et autres. Le problème avec les sites racistes, c'est qu'ils peuvent convaincre des gens qui n'ont pas forcément une opinion parce qu'ils ne sont pas informés. Les plus vulnérables, ce sont les ados. En consommant du web à outrance, ils s'exposent à des contenus parfois monstrueux, voire inacceptables. Ça passe d'images choquantes. Quand je dis choquantes, c'est vraiment des images d'une très grande violence, des images de pornographie dure, des images pédophiles, tout ce qui va être incitation à l'anorexie, incitation également au suicide. Donc des choses qui effectivement sur des adolescents qui vont être un petit peu fragiles peuvent être extrêmement dangereux puisque dans le cas de l'anorexie ou du suicide, bien évidemment, ça conduit à la mort. Surfer, chatter, bloguer, les jeunes adorent ça. Mais en dévoilant leur intimité, ils peuvent devenir la proie de gros cyber-pervers. La dernière fois, j'étais tranquillement sur Internet à tchatcher avec ma tribu de cyberpotes et là, d'un coup d'un seul, un nouveau me demande mon numéro de téléphone. Non mais ça va pas ou quoi? Je suis pas bête. La pédophilie, difficile d'y échapper quand on sait qu'il y a plus de 470 000 sites recensés. Pire encore, grâce à Internet, les pédophiles se sont regroupés en réseau et l'abominable vient d'arriver aux Pays-Bas. On en arrive aujourd'hui à des situations qui sont complètement aberrantes avec la création d'un parti pédophile qui prône le fait qu'un adulte puisse avoir des relations sexuelles avec un enfant de 12 ans et voire moins dans quelques années, et ça de façon totalement publique et en toute impunité. Il y a un moment où effectivement il faut quand même pouvoir dire stop. Et c'est sûrement pas les logiciels de contrôle parentaux qui vont stopper ces atrocités. Aujourd'hui, il faut sérieusement envisager de contrôler, d'interdire, bref, de censurer ce déversoir d'obscénité. On peut appeler ça censure, mais en France, il y a des lois qui régissent ce qui peut être publié, ce qui peut ne pas être publié, ce qui peut être dit, ce qui peut ne pas être dit. Alors pourquoi Internet échapperait-il à la censure ? Voilà, le débat est lancé. Je vous avancer selon trois axes. D'abord, quels sont véritablement les dangers d'Internet? Ensuite, est-ce qu'Internet va tuer l'industrie culturelle? Et enfin, la loi peut-elle faire quelque chose pour réglementer, régenter Internet? Chantal Daboville, je me tourne vers vous parce que vous êtes directrice générale de l'association Action Innocence. Ce qui vous a alerté, c'est qu'au fond, des enfants qui sont en train de surfer sur la toile peuvent à tout moment, en tapant des mots-clés, eh bien, être mis en relation avec des sites pédophiles. Absolument. Sans l'avoir voulu. Expliquez-nous comment ça se passe. C'est-à-dire, vous googlez chat ou même Alizée, on avait le témoignage d'une petite fille qui a cherché Alizée parce qu'elle cherchait des tubes et elle est tombée sur une photo pornographique qui était un montage avec Alizée. Donc, sans contrôle parental, vous avez accès à tout le net et avec le meilleur comme le pire. Donc l'important, c'est vraiment, au niveau des mineurs, pour les protéger, d'installer un contrôle parental et de paramétrer des options qui permettent par exemple de bloquer certaines applications comme le peer-to-peer. Donc ça peut éviter de tomber sur des images ou des films pornographiques parce que sous l'appellation Bambi ou autre chose, donc vous pensez télécharger un dessin animé et vous téléchargez un film porno ou un film pédophile. Ah oui, vraiment? Ah oui, vraiment. Donc ça, effectivement, pour les enfants, c'est très choquant. Vous êtes d'accord, Laurence Beneuve, vous avez parlé, vous avez publié un livre sur les dangers d'Internet. Pas seulement moi c'était sur les réseaux pédophiles, donc c'était pas seulement sur les dangers d'Internet. Là j'ai approuvé parce que j'ai trouvé la même chose sur un site Pokémon, moi, qu'on m'avait montré effectivement. Et où donc vous aviez Pokémon et puis derrière vous cliquiez, mais c'était même plus grave que ça parce que c'était un site vraiment à destination des criminels. Donc il y avait aussi dedans un catalogue d'escorte par exemple, un catalogue d'escorte. Donc on proposait des services d'enfants. Donc les enfants de 5 ans. Alors les enfants de 5 ans suédois sont beaucoup plus chers que les enfants de 8 ans dans des pays qui sont moins risqués, enfin. Alors, on va y revenir parce qu'on a des témoins qui étaient sur cette affaire. Loïc Lemeur, vous êtes célèbre blogueur, n'est-ce pas? Les blogs, je rappelle, sont ces journaux intimes, n'est-ce pas, que l'on peut se créer très rapidement sur Internet. Vous les hébergez, je crois que vous en hébergez quelques millions. 15 millions. Comment vous voyez vous recevez les arguments du camp adverse qui vous dit qu'au fond, il y a énormément de dangers à aller librement sur Internet pour
pour tout y écrire et tout y lire. Mais je les reçois. Je suis aussi père de 3 enfants, donc je les reçois d'autant plus que mes enfants passent leur journée sur Internet, leur soirée surtout. Et je trouve qu'on insiste beaucoup trop sur ces risques-là, et je crois qu'il s'agit simplement de les éduquer. Donc nous avons fait quelque chose notamment, et c'est de mettre l'ordinateur qui est à leur disposition sur les jeux vidéo multijoueurs. Donc vous savez, ces jeux où dans le monde entier on peut rencontrer les gens. Ce qu'il faut, c'est absolument former les parents. Oui, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que nous allons apprendre, nous apprenons déjà de nos enfants. Mais c'est bien aussi de lister les dangers. C'est-à-dire que vous les éduquez parce que c'est important de voir d'abord tous les dangers que risquent de rencontrer les enfants. Vous avez regardé la télé de temps en temps Vous avez vu la violence qu'il y a dans les films C'est exactement la même chose. Donc si vous prévenez les dangers de l'Internet, c'est juste comme la nature humaine. À l'école, ici, il peut y avoir aussi des dangers. Enfin, en même temps, les parents ont un contrôle sur ce que regardent leurs enfants. Mais arrêtez les films policiers. Enfin, quand vous avez des films d'action, quand vous avez quand même du sang, vous avez des meurtres en permanence. C'est pas un hasard si dans certains pays, malheureusement, on voit les enfants jouer avec des armes spontanément. Donc oui, l'Internet est dangereux, mais les grands médias aussi. Il faut arrêter de diaboliser l'Internet. Pour vous, c'est une phobie. Mais c'est une richesse extraordinaire, l'Internet. Mais il y a le meilleur et le pire. C'est-à-dire, évidemment, personne n'est là aujourd'hui pour contester le meilleur, qui est l'information, qui est la libre circulation des idées. Mais d'un autre côté, c'est vrai que dans cette liberté, les parents ne peuvent faire l'éducation de leurs enfants que s'ils ont connaissance des dangers. Et pour ça, il faut qu'on leur explique. Et c'est ce qu'on fait. On va dans les écoles, mais on reçoit aussi les parents en fin de journée. Et je vous assure qu'ils sont contents d'être venus. Qu'est-ce qu'on découvre? On découvre qu'il peut y avoir des problèmes avec pour nos enfants, mais dans plein d'autres domaines. Qu'on découvre quoi? Qu'on a besoin de s'occuper de nos enfants. Moi, on a 4 enfants, on s'en occupe, on les surveille. Ça renvoie à nos responsabilités. Le petit film qu'on a vu au début, il met quand même que l'accent sur ce qui est négatif. Bien sûr, c'est le but. Oui, non, mais on l'avait annoncé comme tel. Non. Mais il y a une espèce de phobie aujourd'hui là-dessus. C'est quand même aussi un instrument incroyable pour nos propres enfants quand on les aide comme source d'information et tout. Il faut quand même pas y jouer. Non, mais attendez, si je puis me permettre, Robert Ménard, vous travaillez évidemment à Reporters sans frontières, et en même temps, ce que nous montre la presse est aussi pas très réjouissant. On voit des régressions, la violence qui est partout, on voit la régression des droits de l'homme partout dans le monde. C'est pas très réjouissant. Et je peux vous reprocher aussi de nous montrer que ce qui est négatif dans le monde. D'accord, mais nous, bien sûr, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'en même temps, nous, par exemple, par rapport à ce que vous venez de dire, Internet, ça permet à des gens qui peuvent s'exprimer nulle part ailleurs de s'exprimer là. Ça nous permet à nous de passer au-delà des frontières. Ça permet plein de choses qu'aucun notre média permet. Et ensuite, vous nous dites qu'il y a de la violence, évidemment qu'il y a de la violence, évidemment qu'il y a du racisme, évidemment qu'il y a de l'antisémitisme. Mais il y en a dans plein de télévisions internationales. Vous voulez que je vous cite, moi, des télévisions internationales ici, que tout le monde est en train de regarder? Qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer les télévisions internationales? On va dire on va les arrêter? Non, mais il y a un filtre. Quand vous allez regarder, par exemple, une chaîne iranienne, où par exemple on prône le révisionnisme, ça vous savez que vous êtes sur une chaîne iranienne en train de le faire. En revanche, sur Internet... Cette chaîne a été interdite en France. Cette chaîne a été interdite en France et par un arrêt du Conseil d'État. Oui. Vous le savez très bien. Donc on ne la voit plus en France parce qu'en France, il y a des lois... C'est pas vrai. Vous vous trompez. Vous dites une chose qui est faux. Oui, c'est pour ça, parce que c'est l'autre problème. Le problème, c'est que c'est un débat qui n'a pas de sens. Parce que de toute façon, quand on essaye d'interdire, on n'y arrive pas concrètement. Ça veut dire que ça renvoie pas à l'interdiction, ça renvoie à nos responsabilités. La télévision dont vous parlez, qui s'appelle Almanar, on peut la voir sur d'autres... Oui, mais on peut la voir sur d'autres canaux. Mais bien sûr qu'on peut la voir sur d'autres canaux. Mais vous ne pouvez plus la voir. C'est un autre débat, la télévision. Ce qui m'intéresse sur Internet... Le débat, ça veut dire quoi? Le débat, ça veut dire que c'est pas un problème d'interdiction. C'est la seule chose que je veux dire. Ça nous renvoie à nos éducations, à la responsabilité. Vous avez raison, madame, par rapport à nos enfants. Nos responsabilités. Il n'y a pas de possibilité aujourd'hui de régler ça à coup d'interdit. Non, mais il y a des choses. On est d'accord, c'est le dernier point, on y viendra sur faut-il interdire, faut-il réglementer. Il y a une chose, en toute naïveté par exemple, quand vous allez sur des chats de rencontres auxquels sur lesquels les jeunes dialoguent dans le monde entier, vous avez des pseudos qui sont révoltants, non, Chantal Dabeville? Vous pensez à des sites de rencontres où... En faisant une fiche pour adolescents, et puis ensuite on peut aller sélectionner des fiches. Il y a des pseudos qui sont avaleuses de sperme, 16 ans.
Suicide 666, enfin apologie de l'anorexie, du satanisme, etc. On va pas les fermer. Dans des univers qui sont réservés aux mineurs. Enfin, vous avez les sex shops sont interdits au moins de 16 ans. De morale ici. Non. Je dis qu'il y a des cons qui ont des pseudos comme ça. On va interdire la connerie aussi. On peut décider. C'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de nécessiteux. Je vous propose tout de suite de retrouver la caméra cachée de Sébastien Thierry. Regardez. Monsieur, bonjour. Police nationale. Monsieur, vous savez qu'il y a une plainte qui a été déposée contre vous sur Internet? Qui concerne quoi? Vous avez pas fait une annonce récemment sur Internet? J'ai pas d'ordinateur et je ne vais pas dans les cybercafés. Je vous assure. Il y a quelqu'un qui utilise votre identité et votre photo. Alors qu'est-ce que je dois faire? Il faut prendre un avocat Internet. Je dois prendre un avocat? J'ai un ordinateur pour jouer aux échecs, mais j'ai pas Internet. Il est en fin de course, il ne fait que jouer aux échecs. Le disque est dur et morcelé. Il y a quelqu'un qui utilise votre photo. Comment a-t-il pu avoir ma photo? Parce que j'en donne à l'État pour faire mes photos d'identité et je ne laisse pas traîner. Il y a quelqu'un qui utilise votre photo et votre nom sur Internet sur un site de rencontre. Ah bon? Vous faites du racolage sur Internet, madame? Bah certainement pas, monsieur. Je suis mariée, j'ai 4 enfants. Pourquoi voulez-vous que j'aille sur un site de rencontre? C'est vous le lapin bleu? Bah certainement pas. Moi je suis madame Noix, je suis pas lapin bleu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le lapin bleu? Non, non, non. Ni lapin bleu, ni rose, ni blanc. Je suis pas un lapin, je suis un homme. Oui, mais c'est le pseudo. Oui, non, mais j'ai compris que... C'est le pseudo. Non, c'est pas à moi, c'est pas à moi. J'ai pas l'air d'un lapin bleu, vous voyez que j'ai la barbe. Les lapins ne se laissent pas pousser la barbe. C'est des lapins virtuels? Non, c'est pas à moi, c'est pas à moi. C'est quoi votre pseudo à vous? Mais c'est pas de pseudo, je n'utilise pas Internet, vous dis-je. Je n'ai pas, mon ordinateur ne fait pas Internet. Vous pouvez passer chez moi, je vous le présenterai. Vous voulez me présenter votre ordinateur? Oui, si vous voulez, oui. Enfin, moi, je suis blanc comme neige, alors j'ai pas de crainte à avoir. J'appelle mon mari. Votre mari? J'appelle mon mari. C'est peut-être votre mari, le lapin bleu. Bah non, mon mari est médecin, vous foutez du monde, là. Oui, là, je t'appelle parce qu'il y a des gendarmes qui viennent de m'arrêter, là. Il paraît que je suis recherchée sur Internet. Je suis sur un site de rencontre. Je m'appellerai le lapin bleu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que c'est lui, le lapin bleu? Bah certainement pas, monsieur. On ne va pas sur Internet. Bon, allez, je te laisse. Incroyable ce truc. Si vous allez à des rendez-vous et que vous posez... Mais je ne vais pas à des rendez-vous, je suis infirmière. Est-ce que j'ai l'air d'une pute? Non, j'ai pas dit ça, madame. Bon, ah ben si, quand même, si je fais du racolage, je suis une pute. Non, sur Internet. Hein? Qui porte plainte? Minou 32. J'en ai rien à foutre de Minou 32. Ah là là, Sébastien Thierry. Pour illustrer ce débat, nous allons revenir sur une histoire qui a fait beaucoup de bruit. En Suisse, une adolescente de 14 ans a chatté sur Internet avec une inconnue. Elle s'est liée d'amitié avec elle. Et le seul problème, c'est que derrière cette inconnue se cachait un homme de 56 ans. Elle en est tombée amoureuse et elle a fugué pour le rejoindre. Nous avons sur ce plateau Jean-Christophe Sautrel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de la police helvétique, n'est-ce pas? Oui, oui. Merci d'être venu nous en parler. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé? C'est-à-dire comment... C'est malheureusement une affaire qui illustre une des dérives d'Internet par rapport à ces problèmes de sécurité auxquels les adolescents sont confrontés. C'est une jeune fille qui a des problèmes personnels, des problèmes avec sa famille, quelques problèmes scolaires, pas forcément une situation grave, mais qui va rechercher à entrer en contact avec des personnes. Elle va avoir une relation de confiance avec Sophie 13. Or, Sophie 13, c'est pas, comme elle le pense au départ, une adolescente du même âge qu'elle, mais c'est un homme de 56 ans qui se fait passer, j'imagine dans son langage aussi, quand il lui répond, pour une adolescente. C'est un des problèmes, c'est que l'adulte, le pédophile, qui va sur Internet, sur des chats de rencontres pour des adolescents, va utiliser le même langage que les adolescents. Et là, pendant une année, il va y avoir un dialogue qui s'instaure entre cette jeune fille d'un côté et cet homme de l'autre, sans que la jeune fille se rende compte qu'elle dialogue avec un adulte. Et c'est qu'au bout d'une année, quand il y a véritablement une relation de confiance, que là, l'adulte dévoile sa vraie personnalité, dit son âge. Mais comme il est dans une relation de confiance et que la jeune fille est dans une relation de dépendance, le dialogue continue. Et puis, ça dure pendant 2 ans et demi pour se terminer par une rencontre. Parce que la jeune fille a d'autres difficultés, elle a peur d'être mariée contre son gré dans son pays d'origine. Et là, elle n'a plus qu'une seule ressource, c'est de s'adresser à cet homme en qui elle a confiance. Et donc elle décide de fuir avec lui. Comment vous l'avez retrouvé, cet homme? Alors, grâce à Internet aussi, puisque sur Internet on laisse des traces et la police utilise Internet. Internet est un outil merveilleux, pas seulement pour les délinquants, mais aussi pour la police.
puisque nous utilisons les mêmes outils qu'eux pour les identifier, c'est ce que nous avons fait, mais aussi par d'autres moyens, par des recherches, par des investigations. Et grâce à une bonne collaboration entre les polices suisses et françaises, nous avons pu retrouver la jeune fille au domicile de cet homme. Et actuellement, ce délinquant est sous les verrous. Yvan, ça vous fait peur finalement quand on pointe du doigt comme ça un certain nombre de dangers? Oui, mais en même temps, je sais pas, je reste convaincu qu'on est au tout début de quelque chose que les gens ne maîtrisent pas encore et qu'il faut apprendre à apprivoiser cet outil-là. Et je sais pas, c'est quand même un endroit où on peut découvrir un tas de choses formidables. Alors évidemment, il y a tous les soucis, tous les problèmes, mais j'ai l'impression qu'effectivement, on va... Et ce serait dommage de se priver de cet outil. Ça veut dire de trop se... Qui parle de ça entre contrôler un petit peu, je dis qu'il n'y ait pas un espace de non-droit qui est quand même un espace très puissant, où en plus on peut retrouver, qui permet aussi effectivement de retrouver des gens extrêmement dangereux, vous comprenez, et tout interdire. Voilà, c'est pareil, on ne va pas interdire les avions non plus. Non, mais ce qui est rassurant de voir avec Monsieur Sauterelle, c'est qu'au fond, la police, maintenant, est extrêmement bien formée aux méthodes d'Internet. Et... Ça fait 12 ans qu'en Suisse, nous avons des spécialistes qui traquent les pédophiles sur Internet. On n'en fera jamais assez parce que derrière, il y a toujours des victimes. Je crois que ce qui est important, c'est pas d'avoir peur d'Internet, c'est d'être conscient des dangers d'Internet et de prendre des mesures pour protéger les adolescents, protéger les enfants en particulier. Et là, il y a des choses toutes simples. Quand votre enfant sort le soir, vous lui posez la question, tu vas où? Tu vas avec qui? À quelle heure tu rentres? Vous fixez un cadre. Quand il va faire des rencontres virtuelles sur Internet, il faut avoir exactement la même réaction et les parents doivent avoir un contact avec leur enfant, leur demander avec qui tu chattes, avec qui tu discutes, qu'est-ce que tu fais sur Internet. Et l'enfant qui, vous l'avez dit tout à l'heure, en connaît beaucoup plus que ses parents sur la technologie d'Internet, sera tout fier de pouvoir expliquer à ses parents, ben voilà ce que je fais, voilà où je vais, voilà comment ça fonctionne. Alors, je voudrais quand même demander à des techniciens, parce qu'il y a plusieurs problèmes évidemment, on ne peut pas tout contrôler, mais quand même, est-ce que c'est pas facile de démasquer des sites et de les interdire? Bien sûr, quand vous déposez un message sur Internet, vous avez ce qu'on appelle une adresse IP, peu importe les termes techniques, c'est un numéro qu'on vous donne et partout où vous êtes, vous vous promenez avec ce numéro-là. Ce numéro ne sert à rien sauf aux hébergeurs ou aux services de police. Au moment venu, si on recherche une information, on veut savoir qui est l'auteur, eh bien, nous, on communique en tant qu'hébergeur, là pour le coup, ce numéro au service de police et ils recherchent. Il faut savoir que ce numéro peut paraître anonyme, il ne l'est pas du tout. On sait où vous êtes, à quel moment vous le faites. Il suffit de savoir simplement ce numéro et l'heure à laquelle vous avez déposé le message, ce qui est en général très facile. On est tenu de garder d'ailleurs des enregistrements pendant des mois de ce que les gens font sur Internet. Donc il faut quand même sécuriser là. Donc on est très surveillé en fait. Il faut surtout pas croire qu'on est anonyme, c'est un anonymat de façade. Alors il y a des moyens pour... On est tracé. Voilà. La traçabilité, c'est pas seulement pour les aliments, c'est aussi pour nos connexions sur Internet. Dominique de Saint-Marc, vous êtes l'auteur de la collection Max et Lily, et l'un des derniers s'intitule Lily s'est fait piéger sur Internet. Donc en clair, c'est l'histoire d'une gamine qui tombe sur des images qu'elle n'aurait jamais dû voir, n'est-ce pas? Quelle est la réaction des enfants quand ils voient des images? Oui, j'ai été dans des écoles pour faire des enquêtes et j'ai vu que les enfants, mais c'était dans l'école primaire, hein, oui, et que les enfants étaient pas du tout naïfs, qu'ils avaient vu énormément de choses, même dans les milieux défavorisés où il n'y a pas d'Internet, et qui connaissaient très très bien, qu'ils avaient vu plein de choses. Ils m'ont raconté des choses assez difficiles, mais ils riaient, ils disaient moi j'ai vu une dame qui mangeait le zizi d'un monsieur, il y en a un autre qui cherchait un poème sur Internet avec sa mère, c'était sur le gland de Prévert. Bon, donc ils ont trouvé évidemment des photos de sexe d'homme. Ils se marraient tous et la mère a éclaté de rire. Et par contre, il y avait un autre enfant qui disait moi, ma mère, elle aurait une crise cardiaque si elle voyait ça avec moi. Donc ils ont du recul. Vous voulez dire que des enfants qui en primaire ont du recul par rapport à ce qu'ils voient sur Internet. Ils savent que c'est de la transgression, ils connaissent déjà les règles. Moi, c'est ça qui m'a frappée, c'est qu'ils savent que c'est de la transgression ou que c'est pas la réalité en fait. Du coup, c'est du fantasme en fait. Et tout dépend de la réaction des parents aussi. Donc Chantal Davoul, vous vous inquiétez pour rien finalement. Non, on aimerait bien, mais on voit des cas concrets. Mais là, vous êtes sur des primaires où effectivement, d'abord ils vont... Combien vous envoyez des cas concrets? Parce qu'on a l'impression, parce que vous répartissez très bien le temps de parole, pardon de vous interrompre, mais que c'est 50% de catastrophes sur Internet et 50% de choses bien. C'est vraiment des exceptions.
Il y a peu de cas. Bien sûr que non, mais des cas comme cette jeune fille qui a 14 ans, quand l'individu en face se dévoile avec sa webcam, au lieu d'être un imposteur, il devient un sauveur et elle part avec lui. En 2004, Thomas, 28 ans, cadre au chômage, Neuilly-sur-Seine, il a prostitué une douzaine de jeunes filles qui faisaient des passes à 250 € l'heure. Combien Rencontrés sur un... je vous dis que les parents de ces jeunes filles sont tombés très haut. Combien de cas comme ça avez-vous en France? Écoutez, j'ai savez pas des Action chiffres de Innocence, cas. par exemple. Je dis, Dans votre association Action Innocence, on recense combien? on fait pas d'aide aux victimes, donc on reçoit les personnes et on les transmet. Vous répondez, il y en a très peu. Mais c'est de toute façon des cas difficiles qu'on souhaiterait qu'ils n'arrivent Ils sont pas. terribles. Je suis d'accord avec vous. C'est terrible, mais il y c'est en a très peu. l'exception. Ce que vous dites, c'est Mais l'exception. oui, on héberge 15 millions de blogs, on le verrait toute la journée. On aurait le feu toute la journée. La dame a raison, c'est toujours Écoutez, trop. C'est une catastrophe. Un cas trop, mais ça reste. C'est pas à l'image d'Internet, c'est marginal. Alors, une jeune fille se fait piéger avec la webcam de son petit ami qui l'enregistre sa première relation sexuelle, qui met ça sur le blog et que le lendemain tout le lycée se marre, eh ben c'est une gosse qui est quand même très très abîmée. Quand une maman m'appelle pour me dire qu'est-ce que je dois faire, quelqu'un a copié le blog de ma fille, l'a appelé je suis une pute et a mis des commentaires salaces, pour cette jeune fille c'est épouvantable. Hein. Alors, on commence toujours. Et donc il y a un hébergeur pour ce blog? Écoutez, pas nous, sinon nous serions intervenus, mais... Moi, par exemple, si je passais mon temps à rétablir tous les mensonges qui sont dits sur mon compte sur Internet, je passerais 24 heures sur 24. En fait, tu parles qu'il n'y a pas de mensonge sur Internet. Moi, je lis que ça. Je n'ai pas dit ça. Oui, il y en a beaucoup. Tu dis, le mensonge ne tiendrait pas une demi-heure sur mon site. Moi, je te jure que si. Tu peux dire tout ce que tu veux, ça va tenir, même ça va se transformer. Ça va, à la fin de la chaîne, ça va devenir quelque chose de monstrueux que tu peux plus... On peut essayer quand tu veux. Ça dépend de l'audience. Écoute, moi, ça survit très bien. De toute façon, c'est même un leurre. Déjà, la presse, elle ne dit pas la vérité. Moi, je peux t'en parler personnellement. Donc, de croire que Internet est aussi valable que la presse, déjà, c'est une réflexion tordue, parce que la vérité, elle est nulle part, finalement. Les choses sont différentes si c'est sur un site Aujourd'hui, ou si c'est sur un blog. journaliste, il va vérifier ses infos sur Internet. Alors, qu'est-ce que tu veux? Ah, ça, on va en parler. C'est absolument vrai. Ce que dit Mano Solo, c'est que beaucoup d'informations fausses circulent sur Internet. Je suis d'accord. C'est vrai qu'il y a une partie aujourd'hui du journalisme qui se fait pas sur le terrain, sur Internet, étant la Bible, la source des informations. Vous avez raison. Que sur Internet, il y a écrit de temps en temps n'importe quoi. On en est tous, malheureusement, les victimes, y compris sur des sites où on se donne plus la peine de répondre parce qu'on se dit ça va, basta, j'arrête là-dessus. C'est du temps perdu. Reste qu'il y a tout ça, et vous avez raison, mais c'est pareil dans des journaux au bout du monde, vous n'avez pas à répondre. Simplement, on a accès à tout ça et on est exaspéré par tout ça. Reste que c'est minoritaire, que c'est d'abord une source d'information extraordinaire. Ça nous permet d'abord de faire un certain nombre de choses. Ça nous permet d'abord d'entendre des gens qu'on n'entendrait jamais. Ça nous permet d'abord de passer des frontières qu'on passerait jamais. Alors justement, vous parlez de la liberté. Notre second témoin est un homme qui dérange. Je vous le présente, Christophe. Bonsoir. Bonsoir. Vous habitez Puteaux, dans la banlieue parisienne, et depuis quelques années, vous vous rendez compte de l'actualité de votre ville via un site internet qui s'appelle monputeaux.com. Monputeaux.com, dont on a beaucoup entendu parler, parce que votre site visiblement dérange, il dérange la municipalité, et lesquels, d'après à vous croire, multiplient les tentatives d'intimidation à votre endroit. Récemment, il y a eu un procès d'ailleurs qui vous a opposé. Plusieurs procès en cours depuis 5 ans que monputeaux.com existe. Qu'est-ce qu'on vous reproche, les procédures judiciaires contre moi. On me reproche, je pense, de raconter ce qui se passe dans cette ville qui est dirigée depuis une quarantaine d'années par une même famille, les Secaldi-Reynaud. Alors d'abord le père pendant 35 ans, et puis il y a 3 ans, la fille lui a succédé. Et donc Puteaux, c'est l'une des villes les plus riches de France, puisque le quartier de la Défense, le quartier d'affaires de la Défense, se trouve sur le territoire de Puteaux. Et donc nous avons un budget extraordinaire. Alors sur mon Puteaux, je raconte la vie dans cette ville, je chronique cette ville, et avec toutes les décisions prises. Alors de quelle manière? C'est-à-dire que vous allez aux conseils municipaux? Je vais notamment au conseil municipal, je vais dans la rue, je note tout ce qui se passe, je décrypte un peu les décisions prises par le maire, la majorité municipale, et je fais remarquer par exemple pour une dépense, plutôt on dépense 10 fois plus qu'une ville de 40 000 habitants équivalente à côté. Mais voilà. Pardon, mais tous les comptes rendus municipaux
sont dans la gazette municipale, j'imagine, dans les bulletins. Justement, Internet est aussi un formidable outil pour les citoyens d'information, d'expression. Et bien sûr, ceux qui ont peur plutôt d'Internet, ce sont mon maire et puis les gens à la mairie. Eux ont peur effectivement de cette liberté d'expression-là qui permet à chaque citoyen de s'informer, de discuter, de débattre. Et ça, c'est quelque chose à défendre. Alors, je rappelle d'ailleurs, on voulait inviter pour vous répondre Joëlle Secaldi-Reynaud, la maire de Puteaux, et elle a refusé, évidemment. En revanche, visiblement, vous les voyez de plus en plus présents dans votre vie. C'est-à-dire que vous êtes victime de tentatives d'intimidation ? Évidemment, tout ça, tout ce que je raconte sur le site, ça les gêne, même si je ne diffame pas, hein, je ne viole pas la vie privée, je fais très attention à rester dans la légalité. Ce que je dis sur mon Puteaux, on pourrait le retrouver dans un journal, dans un grand quotidien. Il n'y a pas de différence, je respecte. Sauf que vous rajoutez le off. Alors, non, pas vraiment. Enfin, ce qui se dit en conseil municipal, c'est pas off. Alors, ça c'est le critère. Alors, Maître Lévy le rappelle, c'est le critère. Mais vous êtes victime d'intimidation. Alors, c'est vrai que depuis... Ils utilisent beaucoup le off. Oui, ils en font de très bons livres aussi. C'est fini le off. C'est fini le off. Oui, on a tous des appareils photo dans les poches avec les téléphones. On a tous de quoi s'exprimer. Depuis la révolution de l'imprimerie, il fallait avant des presses, il fallait des télés, il fallait des radios. Aujourd'hui, vous ouvrez sur Internet une page et vous pouvez diffuser des vidéos. On l'a vu avec Ségolène Royal, avec cette vidéo qui s'est diffusée. Et justement, vous trouvez ça bien? Oui, parce que ce sont des témoins partout. Mais ça veut dire qu'on a des espions partout. C'est-à-dire qu'en permanence, non, mais si par exemple, dans le respect vous des lois, imaginez... Laissez-moi préciser quand même ma pensée, dans le respect des lois. Dans le respect des lois. Mais si par exemple là, vous pétez un câble hors antenne... On est en public. On est en public, très bien. Les caméras ne marchent pas, quelqu'un du public vous filme. Pas de problème. Ça vous gêne pas que sur un blog, ensuite, on voit, voilà, Loïc Lemeur a pété un câble. On a éclaté un assistant tout à l'heure. Non mais, vous faites ça par exemple, Michalak, vous passez... Je fais des droits à l'image. Je voudrais préciser que ça devient le droit à l'image. Moi j'ai le droit à mon image, j'ai le droit à... Non, ça fait partie des droits... Il faut préciser, est-ce que c'est à ton insu, puisqu'on se tutoie avec plaisir, ou pas? Si c'est en public. Bien sûr, Ségolène, tu crois qu'elle a eu le choix là? Il y avait 3 caméras devant elle. Rappelons les faits. Ségolène Royal prend des... ça sur Internet. Non, rappelons... C'était pas la destination de l'image. C'était un événement public. Non, Manu, c'est cette hypocrisie. C'est pas parce que tu acceptes quand tu filmes que tu acceptes de te retrouver balancé devant la terre entière. Finalement, révéler du off sur un... Ça, c'est du populisme. Finalement, révéler du off sur un média, c'est ni plus ni moins qu'une paparazzade dans un journal People. Exactement, il y a exactement la même chose dans la presse. Alors, rappelons les faits tout de même, parce que les gens sont perdus. C'est Ségolène Royal, lors d'un meeting, a pris des positions sur le temps de travail des maîtres et des enseignants, en disant que, bon, on était loin des 35 heures. Évidemment, dans le débat actuel, cette intervention est passée sur Internet, et évidemment, c'est pas des gens qui lui sont très favorables, qui, j'imagine, l'ont laissé publier sur Internet. Mais vous savez, il y a des sites qui répertorient toutes les promesses des politiques. Et là, de ce point de vue-là, ça se produit pour n'importe quelle politique. Donc ça veut dire qu'ils vont avoir de plus en plus de mal à raconter, à donner des fausses promesses. Et ce n'est pas du tout un acte militant de ma part, ça peut s'appliquer à n'importe quelle politique. Ils vont avoir de plus en plus de mal à être des caméléons, c'est-à-dire à s'adresser à vous avec un discours, et à vous, madame, avec un discours différent. Ils vont être obligés d'avoir une certaine constance petit à petit, parce que c'est une façon de surveiller aussi les gens. Alors, justement, Jérémy Michalak, vous utilisez tout ça. C'est-à-dire, tout ce qu'on ne dit plus à la télé, on le voit sur Internet, des choses secrètes, interdites, cachées, tabous. Vous en faites votre miel. Moi, je pense réellement que quand on parle du off et des choses qui n'ont pas forcément été révélées à la télévision ou à la radio, quand on le révèle sur Internet, c'est ni plus ni moins qu'une paparazzade comme ce qu'on peut voir dans la presse People. Et la presse People qui publie des photos volées de différentes personnes dans... Elle est condamnée, je vous rappelle. Je vous rappelle qui a été victime, j'imagine, un jour. Attendez, elle est condamnée parce qu'elle enfreint la loi au départ. Et elle le serait de la même façon sur Internet. Encore une fois, la loi est la même sur Internet ou sur un support papier. Et c'est heureux. Donc le début des soucis, ça a été quand on pensait qu'Internet était hors la loi et que la loi ne s'y appliquait pas. Mais maintenant, il s'y applique et il faut simplement arriver à l'implanter compte tenu des caractéristiques techniques spécifiques. Oui, mais maître, par exemple, voilà, sur le site de Jérémy Michalak que nous sommes allés voir, il y a évidemment qu'il y a un site qui s'adresse plutôt aux jeunes, du reste. Oui, parce qu'un site, on est loin du débat, c'est que de la déconne. C'est de la déconne. Sauf que, donc les jeunes aiment bien aller sur votre site et on voit un certain nombre de personnalités nues.
Alors Clara Morgan, Sophie Favier... Alors, et s'il faut venir chez moi pour les voir, on les voit quand même partout sur Internet. Hein. Non mais tout de même, ça enfreint sur Sophie Favier, c'est quand même, elle a le droit à son image, Mano Solo le rappelait. Tout le monde... Non, je rigole, c'est parce que comme tout le monde fait comme lui, alors il peut le faire. Non, c'est pas ça, je veux dire. Tout le monde est débile, donc ça ne gêne pas d'être débile. Non, quoi. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, reprenons avec Mano Solo, c'est vrai, le droit à l'image, on a l'impression, Maître Lévy, que ça s'applique moins. Par exemple, vous attaquez un journal après une paparazzade, mais immédiatement l'information qui a été publiée, que vous allez attaquer, donc 6 mois après, vous aurez sans doute gain de cause. Mais elle est immédiatement répercutée sur Internet, et le monde entier, dans l'instantané, accrédite une rumeur infondée. Mais la loi va s'appliquer. Si je ne connais pas votre site, mais s'il y a des personnes nues qui sont prises dans leur vie privée sur votre site, vous allez avoir les ennuis. Attendez, que ce soit très clair, ce n'est pas un site pornographique, il n'y a pas que des gens à poil, c'est un site simplement d'humour, de déconne, et surtout il y a une petite partie dans laquelle on a quelques petites photos sur lesquelles il y a des messages d'avertissement pour les plus jeunes avant. Je t'invite à le préciser, c'est un site d'humour. Si des personnes estiment que vous avez atteint leur vie privée en les dévoilant, elles vont pouvoir vous faire le même procès qu'elles vous feraient si vous étiez un people papier. C'est clair. Robert Ménard. Ce qu'il faut expliquer aux gens, la grosse nouveauté, c'est que par exemple sur le respect de la vie privée, c'est quelque chose qui existe chez nous en France. Attendez, vous avez raison, mais attendez, on est condamné si je dis quelque chose sur vous. Vous avez un droit à l'image, vous avez le droit à votre vie privée, absolument. Le problème avec Internet, c'est qu'il y a des pays où la législation elle est différente. C'est ça le problème, c'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Mais par exemple, il y a des sites comme Alert People ou d'autres où on raconte en temps réel où vous êtes, ce que vous faites, avec qui vous déjeunez, avec qui vous dînez, qui vous avez embrassé dans la rue. Vous trouvez ça normal que dans le monde entier... C'est pas le problème que ce soit normal, c'est que ça existe déjà dans une presse en Grande-Bretagne ou dans d'autres pays. On découvre amèrement que l'exception française, le fait qu'ici, on peut trouver ça bien ou pas bien. Ça me fait penser à Kochescu, vous savez, non, mais attendez, il y avait des gens qui se surveillaient tous les uns les autres. Comme ça, la population entière vivait dans la peur, quoi. Attendez, écoutez-moi une seconde. Je dis pas que c'est bien. Attendez, je dis pas que vous avez raison. Je dis pas qu'il faut applaudir à ça. Je dis comment, à partir de ce constat-là, on fait. Comment on fait? On peut accepter que tout le monde s'aligne sur le dénominateur le plus bas. Voilà. Yvan Attal, pardon. C'est ça que je voulais dire. Ça veut dire qu'on a nos spécificités, on a... J'essaye pas de dire que c'est ce qu'il faut faire. Non, mais attends, mettre au niveau le plus bas. Mais peut-être que ça va encourager d'autres pays à s'aligner sur le nôtre, peut-être. Comment vous allez faire? Je sais pas. Vous voyez la crédibilité du propos qui est le vôtre en disant on va... Attendez, nous on est la France et puis on va décider que le monde entier... Quand on est persuadé... Mais non, mais quand on est persuadé d'une chose... Pardon, Maître Lévy. Non, mais c'est ça, c'est que quand on est persuadé d'une chose, autant continuer à se battre pour ça, quoi. Enfin, c'est juste ça, ça veut pas dire on va convaincre le monde avec nos idées, mais au moins tenons à nos idées, à nous, c'est tout simple. Défendons l'exception culturelle française. Attendez, ne vous faites pas ce cocorico qui a rien à voir avec la situation. Voilà, très bien. Vive l'exception française. D'abord, j'imagine que notre vie et celle de Sophie Favier, par exemple, n'intéresse pas tellement les Américains et les Anglais. Il y a une confusion lorsqu'on parle d'Internet, soit de l'idolâtrer, soit d'en faire le diable. Ça n'est ni l'un ni l'autre. Ce que je veux dire et qui me paraît le problème de fond de l'Internet, c'est pas de savoir s'il faut l'interdire ou pas, c'est absurde ça. C'est de savoir pourquoi d'un seul coup, parce qu'on serait dans le virtuel, il y aurait, ça c'est ma conviction, comme une espèce de tolérance supérieure, quelque chose qui ferait, probablement parce que c'est nouveau, que finalement, eh bien, moi je le vis dans le monde culturel. Alors justement, télécharger de la musique. Alors voilà, téléchargement. Voilà. C'est le mot. Je me tourne d'abord vers Mano Solo. Vous êtes chanteur. Est-il besoin encore de vous présenter? Les jeunes sont de moins en moins nombreux à acheter des disques dans les magasins. Hein. Ils vont souvent les télécharger, pas toujours légalement. Comment vous vivez justement cette métamorphose Moi, je crois que les jeunes, ils ont déplacé leur consommation. C'est pas tellement que le prix du disque soit cher, parce qu'il n'a pas augmenté par rapport au reste des produits de consommation. C'est que simplement, ils mettent plus de thunes dans l'iPod que dans ce qu'ils vont mettre dans l'iPod, en fait.
C'est ça, hein. Quand on vous vend un iPod qui fait je sais pas combien de gigas, eh ben, si tu veux le remplir, il faut télécharger illégalement, sinon ça va te coûter cher, hein. Ça va te coûter 10 000 euros. Si tu mets 10 000 chansons, t'en as pour 10 000 euros. Il n'y a pas un gamin ici qui a 10 000 euros à foutre dans son iPod. Le problème de fond, c'est de savoir quelle est la valeur qu'on va accorder dans le monde virtuel aux biens culturels que par ailleurs on a toujours traditionnellement considéré comme ayant de la valeur dans le monde physique. C'est ça la question. Quelle valeur vous y accordez, Aziz Ridouan? On y attribue une valeur, puisque le problème aujourd'hui, c'est que vous êtes plutôt favorable, vous défendez tous les jeunes qui téléchargent illégalement. On défend les personnes qui sont poursuivies en justice parce qu'ils téléchargent. En France, il y a environ 150 à 200 personnes qui ont été attaquées depuis octobre 2004 et qui risquent effectivement 300 000 euros d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Donc on leur a fourni des avocats pour se défendre, pour essayer de gagner leur procès, parce que quand on touche à des personnes physiques, ça nous embête, parce qu'aujourd'hui, le problème de l'industrie du disque, c'est tout simplement qu'il n'y a pas d'offre qui existe et qui soit réellement attractive pour l'internaute. Aujourd'hui, comme l'a dit Mano Solo, pour remplir son iPod, on est prêt à débourser 300 euros pour remplir son baladeur MP3, pour acheter son baladeur MP3, et il faut payer quasiment 10 000 euros pour le remplir. Vous aimeriez les artistes qu'on réclame, c'est tout simplement un payage minimal, des offres qui permettent... Il y a plus d'1 million de titres disponibles sur Internet. Alors le prix, non mais il y a deux choses différentes. Oui, mais c'est même pas la question. C'est là où je disais, pardon Stéphane Bern, c'est là où je disais qu'il y a quelque chose de quasiment troublant. Dans le monde physique, tout coûte, excusez-moi, c'est la vie. Je ne dis pas que ce soit forcément formidable et que c'est beaucoup plus facile d'acheter des disques quand on gagne 3 000 euros par mois que quand on en gagne 1 200 ou 1 300. J'en conviens tout à fait, et je dis ça sans cynisme. Mais pourquoi, je veux dire, par définition, les problèmes de production, les problèmes de financement, les problèmes de promotion, les métiers de la musique, mais la promotion, les milliers de salariés, je suis obligé de vous arrêter. Pardon. Parce qu'il y a le bouche à oreille, je termine. les artistes peu connus réussissent à se faire connaître comme ça. Je voudrais parler quelques instants en pouvant terminer ma phrase. Parce que vous êtes un spécialiste des blogs, je ne crois pas que vous soyez un spécialiste de l'économie de la musique. Donc j'ai pas d'expertise beaucoup sur les blogs, j'en ai là-dessus. Je dis qu'il y a une filière musicale. Cette filière musicale, ce sont des métiers, des tas de gens dont il faut rémunérer le métier pour qu'ils continuent à exister. C'est comme si vous la rémunération. Qu'est-ce que vous répondez à cette attente qui est, somme toute, assez légitime? On trouve des solutions qui soient abordables pour les internautes, où il y a une sécurité juridique pour l'internaute et une sécurité aussi pour l'artiste et pour le producteur, pour qu'il puisse tout simplement continuer à produire. Et c'est aujourd'hui la seule question. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui sont poursuivies en justice aujourd'hui. Loïc Lemeur disait une chose juste. Internet a permis aussi à des chanteurs qui n'avaient plus de maison de disques. Oui, moi je serais curieux de savoir lesquels. Vas-y, donne-nous quelques exemples, là, vite fait. Mais un groupe... Ce sont des gens qui plaisent à 10 amis, à 100 amis, à 1000. Ça, c'est très bien. Et qui ne vont jamais devenir des artistes de masse. Jamais. Et ils se font connaître par le bouche à oreille. Quand ils ont du succès, ils n'ont pas besoin d'être sélectionnés par des sociétés qui, par définition, ont des moyens de sélection limités. Non mais ça et qui moi, vont ensuite faire la promotion. Attends, ça, je termine cette phrase. Après, je la ferme comme je sens que tu veux intervenir. Mais c'est normal. Mais ils se font connaître à l'envers. C'est-à-dire que c'est leur talent qui, par bouche à oreille, les fait émerger. Alors, mais on n'avait pas besoin d'Internet pour ça, ça a toujours existé. Aujourd'hui, oui, il y a des moyens de promotion très forts, et là, il n'y en a pas. Moi, ce que je vois, c'est qu'en 6 ans de haut débit, on n'a pas vu un seul groupe qu'on écoute, non, on a quoi? Tu compares là, ce qu'il y a hébergé d'Internet et tu compares ce qui est hébergé dans le genre. Bien sûr, tu vas me chercher 5 exemples en quelques années. Alors, c'est comme les pédophiles. On va voir Mano Solo termine et ensuite... C'est 50 dont les médias n'ont rien à foutre par contre, dont les télés ne veulent pas entendre parler, dont les radios ne veulent pas passer. Finalement, l'offre elle est là, mais il y a un problème, c'est pas l'internaute finalement, c'est aussi les médias qui suivent pas la production française et qui se rabattent tous sur le top 50 et les magasins qui pareil se rabattent sur le top 50. En fait, le débat il n'est pas tellement sur les internautes coupables ou pas. En fait, on est là dans une démarche complètement industrielle du libéralisme. Le MP3 c'est l'outil du libéralisme. On lui fait croire, eux ils sont là pour noyer le poisson. Ils vont subir quelques conséquences, ils vont prendre des coups de bâton pour tout le monde, mais en fait c'est une grosse hypocrisie. Parce que tout le monde va vers le MP3, parce que comme ça on dégraisse toute l'industrie, on dégraisse la machine à fabrication, on dégraisse les gens dans les bureaux, on dégraisse les vendeurs.
Hein? Il n'y a pas besoin de dégraisser du tout. Ça veut Mais c'est des métiers, c'est des vrais métiers, on a besoin de tous ces gens. Moi je fais pas un album tout seul, les gens ils m'écrivent sur internet, ils me disent Manon, je t'envoie 15 € à toi, mais je leur dis mais t'es fou, il faut que je les... Est-ce que je peux juste ajouter quelque chose? Robert Ménard, je suis évidemment pas un spécialiste de l'industrie. C'est méprisant pour les personnels de l'industrie du disque que vient de dire. C'est que ça, sur internet, un espèce de mépris Monsieur Ménard, qui englobe non mais oui, tout, en glorifiant une espèce de pureté de l'artiste désintéressé, mais c'est du catholicisme ça. Manon Solo, il va répondre, il va répondre. On parle de pognon, on parle pas de Jésus-Christ. Alors, Robert Ménard, sans être un spécialiste de l'industrie du disque, je voudrais juste ajouter, il y a un élément que vous passez sous silence, c'est pas une acteur, c'est une culture de la gratuité. Il y a au-delà d'Internet, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème qui n'est pas celui d'Internet, qui est qu'aujourd'hui, tout un tas de gens, moi j'ai un grand garçon, il pense qu'il n'a pas à payer les choses. Il a le journal, vous parliez de l'information, il a un journal gratuit, et ça, Maître Lévy. C'est un nouveau modèle économique que certaines majeures commencent à tester, c'est-à-dire on comprend que c'est quelque chose d'inéluctable, eh bien on met des titres à disposition gratuitement et on se rémunère sur la publicité. Je suis pas là pour vendre du téléphone, je suis pas là pour vendre... L'autre jour je vais à la banque, gagner 500 MP3 si vous prenez une assurance, mais je suis pas là pour ça, moi, je suis pas là pour fabriquer de quoi vendre des assurances, des téléphones, des saucissons. Ça fait horreur quand il dit que la musique peut être sponsorisée par la publicité. Manon Solo, pardon, mais... Bien, j'entends votre argument tout à l'heure que vous donniez, Robert Ménard. C'est vrai que Internet permet gratuitement et librement à des opposants, par exemple à des régimes dictatoriaux, je pense aux Iraniens ou à d'autres pays, de s'exprimer et de faire passer leurs idées dans le monde entier. Mais en même temps, à contrario, certaines idées qui sont inacceptables, ou en tout cas qui sont condamnées par la loi. Récemment encore, la loi Guesso a quand même renforcé le dispositif législatif pour lutter contre certains propos, permettent aussi Alors, comment concilier les deux? Mais on ne peut pas concilier les deux, c'est comme ça. D'un côté, Internet, c'est fabuleux, vous le disiez, parce qu'il y a des gens en Chine, à Cuba, qui peuvent s'exprimer nullement et qui s'expriment grâce à Internet et qui le payent chèrement en allant en prison. Il y a des dizaines et dizaines d'internautes qui sont en prison. Et en même temps, vous avez raison, Internet, ça permet à un certain nombre de gens de développer des thèses révisionnistes, des thèses racistes, insupportables. Et en même temps, une fois de plus, je ne fais pas l'apologie de ça. Je dis simplement les thèses révisionnistes qui nous insupportent ici parce que le nazisme, on a su et on sait ce que ça a été parce que ça a été en Europe. Aux États-Unis, ce n'est pas un délit. Comme ce n'est pas un délit, les gens vont là-bas. Qu'est-ce que il serait peut-être temps de se mettre autour de la table et de discuter sur le plan mondial, de même qu'on essaie de s'entendre sur l'état de la planète, on peut essayer oui, et on y arrive sur l'état de la planète. Non. Et on y arrive sur quoi? Sur les guerres. Et on y arrive sur rien du tout. Et malheureusement, il faudra combattre les thèses révisionnistes, le racisme, l'homophobie, sur le thème du débat. Plus léger maintenant, mais une autre dérive d'Internet, c'est la profusion de sites où n'importe qui, tout le monde d'ailleurs, peut mettre des photos de ses conjoints ou de ses conjointes ou de ses amis proches sous toute leur couture. Mouloukman, bonsoir. Vous avez créé le site Je me venge. Le principe est simple, je le résume. Chaque homme qui se fait larguer par sa petite copine peut y mettre la photo de celle-ci nue pour se venger. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous franchissez la ligne blanche, là? Si, un petit peu, mais bon, avant de me faire lyncher, il faut d'abord savoir que c'est un site à prendre au second degré. Et puis, c'est quand même... Est-ce que c'est pris au second degré par les jeunes filles qui se retrouvent nues Non, elles le prennent au premier degré. Ça reste un site quand même à connotation humoristique. Oui. Hébergé en France, d'humour et de déconne. Alors, est-ce que, juste, Mouloukman, les jeunes filles ont beaucoup d'humour quand elles se retrouvent nues sur votre site? Non. Non, pas trop. D'accord. Vous n'avez aucun état d'âme, Mouloukman, de passer comme ça des photos de gens qui se vengent à travers vous? Non, mais c'est un service d'un certain côté, c'est un business aussi. Et puis après, il y a certaines femmes qui ont voulu jouer les pornostars ou s'encanailler par un narcissisme extrême ou je ne sais quoi, à vouloir poser nu devant leur mec. Bon, ok. Après, si 6 mois après, elles larguent leur mec lâchement ou honteusement et durement, faut pas qu'elles se plaignent après de... Voilà.
Ces jeunes filles posent nues et vous apparaissez avec des lunettes noires. Oui, ouais, moi parce que j'ai d'autres, je fais pas que ce genre de site-là en fait. Donc, vous faites d'autres sites plus dangereux, plus non, violents? plus soft. Je fais des sites, je travaille pour des banques, des choses comme ça. Donc. Ah oui, donc là c'est votre côté arme secrète. Voilà. Très bien. Ce qui rapporte Mais le plus d'ailleurs. est-ce que personne ne trouve ça choquant que leur banque et qui mettent des photos de banquiers compromettants? Ah bah si, ça peut arriver. Mais personne ne trouve choquant cette délation? Parce que c'est un sport national, je sais bien, mais cette délation. Bien sûr que c'est dégueulasse, ça va de soi. Mais je crois que ce garçon, il ne doit pas être dupe de ça. Alors s'il a envie de le faire pour du fric, ça reste dégueulasse quand même. Enfin, je veux dire. Vous avez certaines jeunes filles qui, ayant appris par des copines qu'elles étaient sur votre site, ont obtenu que vous enleviez la photo. Immédiatement, oui. Alors, monsieur Gorgieux, vous nous appelez? Stéphane, j'aimerais bien savoir qui a mis la photo de ma petite amie nue sur Internet. Loïc Lemeur, on voit bien quand même que, évidemment, la liberté d'expression, c'est une formidable autoroute d'information, d'échange, d'idées, Internet, tout le monde est d'accord. Mais en même temps, il y a très peu de limites. On a envie de réglementer tout ça quand même. Moi, j'aime beaucoup cette idée de filtre que nous sommes tous. C'est-à-dire que ce site-là, j'ai mon avis dessus, vous venez de me donner l'opportunité d'en avoir un. Si nous sommes 1000 à dire que c'est pas forcément une bonne idée, ça va tout de suite exercer une certaine pression sur l'auteur. Mais ça va donner de la publicité d'ailleurs, ce qu'on fait ce soir aussi. Absolument, c'est quand même la plus belle promo que vous pouviez offrir à ce site quand même. Je comprends qu'on ne peut pas laisser toutes ces salopes faire n'importe quoi avec leurs mecs, mais enfin quand même. Il y a une atteinte au droit à l'image, c'est un délit pénal. D'accord? Donc que vous le retiriez, ça c'est une chose. Je veux dire, après derrière, il y a des dommages et intérêts. Et je ne vois pas comment vous pouvez continuer, partant du principe que si ça se reproduit, vous êtes multirécidiviste et qu'il y a quand même de temps en temps des juges qui fonctionnent dans ce pays, comment ça peut durer si réellement vous êtes hébergé en France, identifiable comme responsable du site, etc. Vous êtes même attaquable à titre personnel. Alors, il va répondre. Parce que j'ai une avocate qui négocie très bien déjà, et en fait, une fille qui a accepté de poser nue va préférer recevoir 1000 € et puis on retire la photo, et puis ça s'arrête là. On va jamais jusqu'au tribunal. Il y a un moment, le parquet poursuit. Mais non, il poursuit pas, on n'y va même pas. La fille, je lui dis, voilà, je vous donne 1000 €, j'enlève votre photo, mais elle me remercie. Il y a des transactions, c'est ce que dit Maître Lévy. Alors, Yvan Attal... Yvan, est-ce que non, mais c'est la même chose avec la presse, de toute façon. Il y a des transactions avec la presse à scandale, etc. C'est exactement les mêmes problèmes. C'est pas spécifique à Internet. Est-ce que vous allez voir, Yvan, ce qu'on écrit sur vous sur Internet? Oui, ça m'est arrivé. Ça vous est arrivé? Vous avez eu de terribles surprises? Énormes surprises, oui. Je me suis vu à poil d'ailleurs. Non. Oui, mais pas moi, ça veut dire je me suis vu même... Un montage. Même mieux que ce que je suis, donc ça m'a plutôt fait plaisir. Non, mais évidemment, c'est absolument terrible de lire des choses ignobles sur vous, quoi. Mais je sais pas... Je reste persuadé malgré tout après ce débat que c'est une chose formidable Internet. Eh bien le débat est terminé, on a eu du mal, tout le monde est d'accord sur l'intérêt d'Internet, mais on se bat sur ses dangers. La parole est aux avocats. Maître Caroline Vigneault, vous devez nous convaincre que non, il ne faut pas avoir peur d'Internet. Après tout ceci, ça ne va pas être aisé, mais en écoutant donc tous les arguments de ceux qui veulent condamner Internet parce que cela peut servir le crime, je dois avouer que cela me fait penser à une affaire pénale dans laquelle un homme a été condamné parce qu'il a assassiné de plusieurs coups de couteau un contrôleur des impôts. Alors, dans cette affaire, il y a deux morales. La première est très surprenante, c'est que tuer un agent de l'administration fiscale est un crime. Et la deuxième, j'ai envie de dire, est encore plus surprenante, car un crime a bien été commis et pourtant, le couteau, lui, n'a pas été condamné. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport avec le débat? Eh bien, le rapport, il est très simple. C'est qu'Internet, c'est un couteau. C'est en vente libre, et c'est d'ailleurs un outil si pratique qui s'est devenu indispensable à notre vie quotidienne. Et pourtant, un couteau, c'est quelque chose de dangereux. Mais dans cette hypothèse, c'est bien l'homme qui est condamné et pas l'outil, et il ne viendrait d'ailleurs à l'idée de personne d'interdire l'utilisation des couteaux. Je reviens simplement à l'idée qui a été soulevée tout à l'heure de ces photos qui circuleraient sur Internet. Pour autant, personne ne va dire supprimons les appareils photos. Alors c'est vrai que sur Internet, il y a beaucoup d'idées abominables qui circulent, mais ce n'est pas Internet qui crée ces idées, ce n'est pas Internet qui invente ces idées, ce n'est même pas Internet qui les pense.
ce sont les personnes qui sont derrière et qui pianotent sur leur clavier. Et ces personnes, eh bien, on peut les combattre en utilisant les mêmes armes qu'eux, grâce à Internet. D'ailleurs, la police helvétique qui était à cette place il y a quelques minutes vous l'a rappelé. Grâce à Internet, certains réseaux ont pu être démantelés. Alors, attention de grâce, parce que si vous supprimez Internet, eh bien, vous ne supprimerez pas les pédophiles, vous ne supprimerez pas les xénophobes. Et j'ai envie de dire que le remède sera même pire que le mal, car vous les ferez retomber dans la clandestinité. Et à mon sens, c'est là qu'est le vrai danger. N'oubliez pas, s'il vous plaît, que la censure ne fait pas de détails. Alors ne bâillonnez pas la liberté d'expression, laquelle est attaquée aujourd'hui déjà de toutes parts au nom de la fameuse sécurité. Alors bien sûr, je n'oublie pas les enfants. Mais je rappellerai peut-être simplement que la pédophilie existait bien avant Internet et que les agressions également. Et c'est là qu'intervient, je pense, le rôle des enfants. Et vous l'avez rappelé, Madame Daboville, aucun parent ne laisserait un enfant seul dans la rue. Eh bien, pour le web, c'est exactement pareil. Alors, vous l'avez compris, moi, je suis internetophile et j'en ai un peu marre de cette ritournelle poussiéreuse des progressophobes. Parce que ceux qui aujourd'hui ont peur d'Internet, eh bien, ce sont ceux qui hier avaient peur du Minitel et encore avant du télégraphe et également des signaux de fumée. Ce sont ceux qui avaient peur du feu. Alors, sachez-le, mesdames et messieurs les oui, vous êtes les descendants de ceux qui, par peur de se brûler, sont morts, seuls, au fond de leur caverne, de froid. Alors ne faites pas comme vos frileux ancêtres, sortez de l'ère préhistorique et venez surfer avec nous. Merci maître, la parole est maintenant à maître Laurent Delvolvé. Oui, vous avez peur d'Internet et vous allez nous en convaincre. Au début, c'était une toile tendue de quelques fils légers, un maillage de dentelles fines et délicates où perlaient des gouttes de rosée, celle de la découverte. Quelques araignées bien intentionnées avaient tissé délicatement un réseau altruiste au service de la communication, du dialogue entre les insectes. Les petites bêtes n'avaient plus besoin de traverser la terre pour rester en contact. Les insectes étaient émerveillés par cette découverte et n'étaient pas inquiets. Puis les araignées se sont multipliées et tous les insectes sont montés sur la toile en tirant le fil jusqu'à leurs propres antennes. Un maillage serré, dense, multiple, a rapidement couvert la planète des insectes, mais au milieu des fourmis et des coccinelles sont venus les mygales, les scorpions, les araignées à pattes velues. Les insectes avaient raison d'être inquiets. Ces araignées libidineuses leur racontent de belles histoires de cigales ou de fourmis, pour ensuite abuser d'eux jusqu'à se délecter avec sadisme de la chair de ces petits-là sans défense. La toile avait des faiblesses insoupçonnées et les insectes avaient raison d'être inquiets. Puis, d'un autre côté de la toile, est venue la colonie des scorpions. Ceux qui écartent les mailles du filet pour voir les chenilles et les libellules nues. Exploités et maltraités en toute impunité, les insectes avaient raison d'être inquiets. Oui. Il ne suffit pas d'être inquiet. On va en finir avec vos bestioles. Il ne suffit pas d'être inquiet. La solution n'est pas... Exactement. La solution n'est pas d'utiliser les insecticides. La solution, c'est la moustiquaire. La moustiquaire parentale. La petite spirale incandescente. Celle de la gendarmerie du net. C'est ça la solution. Mettons des barrières contre les abus. C'est indiscutable. Pour sauver la toile et éviter qu'elle ne se déchire, qu'elles connaissent l'apocalypse et disparaissent. Mais vous voulez faire gagner l'autre camp, maître. Merci. C'est la fin des deux plaidoiries. Chacune des parties a pu s'exprimer. C'est l'heure du verdict. Je ne sais pas si votre opinion a évolué. J'espère plus en raison des arguments qui vous ont été présentés que des plaidoiries des avocats. En tout cas de certains. Pardon, maître Vigneault. Je vous rappelle le score de tout à l'heure. Oui, il faut avoir peur d'Internet, 42,6 contre non, 57,4. À vos boîtiers, à vous de voter. Résultat des votes.
Alors, il ne faut pas avoir peur d'Internet. Visiblement... Je suis étonnée qu'il n'y ait que 60%. Pardon ? Je suis étonnée qu'il n'y ait que 60%. Il ne faut pas avoir peur d'Internet. Non, il ne faut pas avoir peur d'Internet. Visiblement, on ne va pas refaire le débat, mais il faut en tout cas être vigilant. Voilà, un garçon qui est très vigilant dans cette émission, puisqu'il est tapis dans l'ombre, il regarde ce qui se passe et il propose un autre point de vue. C'est François Reynard. Alors, cher François, débat animé. Débat très animé et très intéressant, absolument. Et, grande question, je vais essayer de me poser du côté de nos amis les minoritaires. C'est-à-dire que là, puisque vous disiez tout le monde doit être d'accord, ben moi je pense que ces gens-là, les 40% de gens qui ont voté, qui disent qu'il faut avoir peur d'Internet, je pense qu'ils ont raison si on utilise bien cette peur. Voilà ce que je voudrais expliquer. Alors il y a deux choses à part, on l'a bien compris. Il y a la question de la pédophilie. Tout le monde est d'accord là-dessus, Caroline l'a expliqué très bien, c'est une chose à part, c'est l'histoire du couteau que tu racontais Caroline, c'est une évidence, donc ça je ne reviens pas là-dessus. Il y a des réseaux pédophiles sur le net, ce qui est grave là-dedans c'est la pédophilie, c'est pas le net, voilà. Donc l'affaire est dite sur ce point-là. L'autre chose c'est l'histoire de téléchargement, là j'y reviens pas non plus parce que c'est très compliqué, Robert Ménard disait très justement que c'est la question de la gratuité, toute une économie qui bascule, etc. Voilà. Je comprends très bien ce que vous dites tous les deux quand vous dites qu'il faut défendre les artistes, il faut défendre les petits métiers du disque, etc. Pardon, j'ai l'impression, je me demande, quand c'est les majors qui disent qu'elles défendent les petits métiers du disque et les artistes, j'ai un doute. Quand on voit comment les majors traitent les artistes qui font plus les rentabilités qu'il faut. Bon, passons cette question. En tout cas, la question centrale, faut-il avoir peur d'Internet ? Oui. Et se servir de ça. Pourquoi il faut avoir peur d'Internet ? Parce qu'il y a des tas de choses ignobles et dégueulasses dans Internet. On a parlé des choses les pires, la pédophilie, les nazis, etc. Mais des choses plus courantes, plus simples que ça. Par exemple, le fait que le net est investi par les puissances commerciales. Dans les blogs que vous défendez, il y a des tas de blogs qui sont des faux blogs, qui vendent des produits aux adolescents, sans en passer pour les adolescents. Sur les sites de... non mais bon, sur les sites de cinéma, par exemple, le jour de la sortie d'un film, il y a déjà 22 personnes qui disent c'est formidable, je l'ai vu, etc. Tu l'as vu, il est pas sorti. Bon. Voilà, donc il y a ça, mais il y a aussi une liberté extraordinaire de critique, etc. Sur le plan de la démocratie, il y a des choses dégueulasses. Par exemple, on parlait des forums tout à l'heure. Moi, ce que je n'aime pas sur les forums, c'est l'anonymat. Je pense que dans une démocratie, on se balade pas avec un cafonnet sur la tête. Bon, ça c'est vrai, mais il y a aussi des choses extraordinaires dans le net. C'est la liberté de critique, c'est la liberté d'expression qui est défendue par le monsieur de monputo.com tout à l'heure. C'est les internautes dont vous parliez qui sont bon, où est-ce que je veux en venir ? Il faut avoir peur d'Internet pour se servir de cette peur et apprendre à se méfier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut toujours aller sur le net pour y prendre les bonnes choses et toujours avoir cette peur en soi pour ne jamais prendre pour argent comptant ce qui y est écrit. Ça s'appelle quoi ? Ça s'appelle l'esprit critique. S'il y a un média qui est fait pour développer l'esprit critique, moi je suis pour. Bravo. Merci François Reynard. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je ne sais pas si on a réconcilié les opinions des